Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bonsoir. Iris. Et je suis Céline. Et ensemble, nous sommes le Le Geek Geek Squadron. Squadron. Alors, aujourd'hui, on va faire un récap de la série Obi-Wan, parce que malgré tout, on est déjà à la moitié de la série. Alors moi, ça me fait très bizarre parce que les 2 premiers épisodes, je les ai vus que dimanche. On est mercredi soir, donc en fait, en 3 jours, il y a déjà la moitié de la série de passée. Ça va être dur après d'attendre les épisodes suivants, je crois. Je sais pas ce que t'en penses, Céline. Ouais, c'est presque du binge-watching, là, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est penser qu'on est déjà à la moitié de la série, sachant qu'il y a eu quand même une bonne partie un peu introduction. Là, on se demande comment ça va finir. Ouais, exactement. On a hâte donc du coup d'être à mercredi prochain. Oui, je t'ai dit qu'on était mercredi, mais non, on enregistre et jeudi. Je suis très fatiguée, j'ai besoin d'un nouveau cerveau. Alors, déjà, ce qu'on peut dire sur la série Obi-Wan, c'est peut-être reparler un petit peu du cast. Donc déjà, la réalisatrice, c'est Deborah Shaw, qu'on a vu sur Le Mandalorian, la première saison. Donc c'est vrai elle a fait ses preuves, entre guillemets. C'est probablement ce qui lui a fait un tremplin justement pour avoir la série Obi-Wan. On a Ewan McGregor qui remplit dans le rôle titre. Donc, on a de la chance quand même d'avoir une pointure comme ça qui continue. On a d'autres gens qui remplissent aussi. On a Hayden Christensen. Oui. Un petit peu. Hein, je veux dire, c'est pas non plus... Voilà. C'est cool de les voir revenir tous les deux. Le duo quand même assez emblématique de la prélogie. Ouais, c'est assez chouette. Et on a Jimmy Smith, si je dis pas de bêtises, oui, dans le rôle de Bail Organa. Effectivement. Plus dans ceux qui reviennent, même si c'est en tout cas pour l'instant qu'une toute petite apparition, il y a quand même Owen Lars, et j'ai oublié le prénom de l'acteur. Et je vois que tu bugs aussi. Et j'allais dire, tant qu'on recherche, c'est Joel Edgerton. Merci. Oui, et il y a aussi Temuera Morrison qui remplit dans le rôle d'un clone. Tout à fait, c'était assez fun. En VO, on a James Earl Jones qui reprend la voix de Dark Vador. Oh, les frissons! Oh là là! Exactement. Et j'ai regardé en français, c'est aussi un acteur qui a déjà joué Dark Vador. C'est Philippe Catoire, si je dis pas de bêtises. J'ai pas pensé à regarder comme on regarde en VO. Oui, c'est ça. C'est Philippe Catoire qui faisait Dark Vador dans Rebels saison 2. Et globalement, depuis 2013, c'est lui qui fait Vador partout. Il a fait Vador dans même les Freemakers, dans Rogue One, voilà. D'accord. Donc vraiment, moi c'est vrai que ça m'a fait drôle parce que c'est pas la voix VF ni de la trilogie originale de Dark Vador, ni celle d'Anakin, mais il y a quand même un effort de cohérence sur la VF qui est quand même pas négligeable. Effectivement, il faut noter aussi quand même à la VF pour la voix d'Ewan McGregor que c'est Bruno Soel, dont on a pas mal parlé ces derniers temps puisque il a également lu le roman Kenobi qui vient de sortir en audio-livre chez Lizzie. Voilà, pas hésiter à aller écouter la douce voix d'Obi-Wan. Vous contez cette histoire. Pour la petite parenthèse. Ah ouais. Dernier empilage, le tout petit caméo d'Anthony Daniels dans le rôle de C3PO. Alors là, fallait pas avoir l'œil fermé, hein, mais... Non, c'est le genre de truc, tu fermes les yeux, tu l'as loupé. C'est un peu mon cas, j'ai un petit peu honte de le dire, mais voilà. Alors, puisqu'on est dans le cast, il faut quand même parler des nouveaux. Donc notamment Moses Ingram qui joue Reva, la 3e sœur.
Donc un rôle qui est très en avant, hein, en fait, c'est la méchante principale. Et puis ce qui est important de souligner, c'est que elle se reçoit comme toute actrice de couleur dans Star Wars, j'ai envie de dire, un énorme backlash du style elle joue mal, gna gna. Les défauts de son personnage sont toujours attribués à l'actrice et non pas à l'écriture. Enfin, et donc, finalement, les comptes des réseaux sociaux, les comptes officiels de Star Wars sont positionnés contre ce harcèlement dont elle est victime, en étant une présence forte derrière Moses Ingram. Alors quelque chose qu'on peut leur reprocher de ne pas avoir fait, par exemple, pour John Boyega ou pour Kelly Marie Tran. Voilà. Et là, ils sont tous derrière. Il y a eu un très très beau message d'ailleurs d'Ewan McGregor en disant que ça le rendait malade en fait de voir tout ce bashing et que Moses ne le méritait pas. Donc voilà, il y a ce côté Star Wars Family qui s'installe. Et c'est important de noter et puis d'être derrière elle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage en fait, elle quelque part elle y est pour rien. Ah bah non, c'est sûr, c'est pas elle qui écrit le script. Hein. Effectivement, elle joue bien. Il y en a plein qui disent oui, mais il y a plein de zones d'ombre, on connaît pas son personnage. Bah oui, mais c'est l'épisode d'introduction. C'est normal. Quand tu rencontres un nouveau personnage que tu n'avais jamais vu avant, tu connais pas tout d'un coup. On va pas passer des heures sur la polémique non plus, mais je trouvais que c'était important de souligner. Oui, et puis de se positionner que nous, on n'est pas du tout... nous, on est toujours... dans le refus de ce genre d'intolérance. Mais moi, comme d'habitude, je tombe des nues, je vois un message du compte officiel de Star Wars pour dire ne soyez pas racistes. Hein? Qui? Quoi? Il s'est passé quoi? Non, mais voilà, on a de la chance d'avoir quand même une communauté bienveillante en France, en tout cas moi dans les communautés que je fréquente, donc j'étais complètement passée à côté et voilà, merci les fans qui sont bienveillants. Heureusement, heureusement, c'est la majorité à être. On subit toujours malheureusement les désagréments d'une minorité. Exactement. Voilà. Alors dans le cast, on va continuer aussi. Il y a Rupert Friend qui joue le Grand Inquisiteur. Je sais pas trop s'il va le jouer encore très longtemps parce que ça paraît un peu compromis son affaire. Ouais. Mais bon, voilà, il semblerait quand même qu'il n'ait fait que 2 épisodes. Je n'ai pas retenu le nom des acteurs de la 4e sœur et du 5e frère. Alors, le 5e frère, c'est Sang Khan. Et la 4e sœur, c'est Kia Kilstedt. À noter que c'était 2 personnages qu'on a vus dans Rebels. Non, pardon. Le 5e frère, on l'avait vu dans Rebels, avec un autre acteur. Et la 4e sœur, elle avait été évoquée dans les Star Wars Adventure, dans lequel je sais plus, mais c'est pas tout à fait un personnage nouveau. Elle n'était pas apparue, en tout cas, à l'écran. Non. Le Grand Inquisiteur, on ne savait pas si c'est le même, du coup. Ça paraît... Enfin, on va voir à la fin de la série, mais... Je sais pas, ça paraît bizarre. En même temps, il est mort, et en même temps, le Grand Inquisiteur qu'on va voir ensuite dans Rebels, puisque Rebels se passe après Kenobi, et aussi un Padawan. Mais après, est-ce que ça expliquerait pas la différence de look entre le Grand Inquisiteur là de Obi-Wan et le Grand Inquisiteur de Rebels? Parce que ça aussi, ça fait polémique. Les fans de Star Wars, on aime bien les polémiques. Ceci dit, ça, c'est pas faux. Le look est différent. Après, le look est différent, mais est-ce que c'est pas comme pour Ahsoka où ils ont raccourci les montrales pour une question non pas d'esthétique, mais de pratique en fait. Ouais. Peut-être que effectivement la prothèse que portait l'acteur le Padawan qu'on voit dans La Revanche des Sith, c'est un mec qui se tient debout et qui marche vite fait. Donc si ça se trouve, la prothèse était supportable pour quelques plans, mais qu'une telle prothèse ne l'est pas sur des scènes un peu plus d'action. On ne voit pas non plus se battre, mais
plus demandeuse physiquement. On verra bien, on extrapole. Ça aussi, c'est un truc qu'on aime bien faire chez Star Wars. Extrapoler. On a oublié juste dans ceux qu'on rempilé Bonnie Peace dans le rôle de Beru. Mais c'est vrai qu'elle apparaît vraiment de manière furtive. Et par contre, pour Brea Organa, ils ont fait un recast. Alors pourquoi ? Est-ce que l'actrice n'avait pas envie ? Est-ce qu'elle ne voulait pas ? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé à l'actrice ? Je ne sais pas. Ça aussi, ça râle un peu parce que ça rechangerait un petit peu ce qui a été fait sur le personnage de Brea, puisque les difficultés physiques de l'actrice ont été intégrées ensuite à l'histoire du personnage. Donc, pour la petite histoire, rapidement, l'actrice avait eu non, c'est pas un accident, je crois qu'elle était... je sais pas. Je sais plus ce qui s'est passé exactement, mais du coup, elle a eu des problèmes pulmonaires et cardiaques de mémoire, et ça a été intégré à l'histoire finalement de Brea. Je sais plus dans quel livre. C'est très très précis ce que je vous raconte ce soir. C'est magnifique. Mais du coup, voilà, dans Princesse d'Alderaan, je pense. Oui. Ce qu'a vécu l'actrice a été intégré au personnage. Et donc, changer d'actrice, est-ce que ça change ce qu'on a intégré au personnage ? Après, Brea, ça reste quand même un personnage qu'on voit très furtivement à l'écran dans La Revanche des Sith, qui n'a même pas une ligne de dialogue à ce moment-là, qu'on voit peut-être dans quelques livres qui sont consacrés à Leia. Donc, je pense probablement Leia, princesse d'Alderaan. Peut-être que dans le Lien du Sang, il y a une mention. Mais voilà, ça reste un personnage vraiment tout petit, quoi. Oui, mais c'est vrai que moi, quand je l'ai vu se déplacer la première fois, j'ai fait... Mais elle n'était pas censée avoir des gros problèmes de santé qui fait qu'elle se déplaçait pas. Honnêtement, je l'ai pas encore lu, Princesse d'Alderaan. C'est sur ma pile. Mais ça reste aussi possible. Enfin, je veux dire, pour avoir relu, normalement, elle est censée avoir quand même des prothèses pulmonaires et cardiaques. Donc, c'est pas non plus impossible que elle se déplace, quoi. C'est pas non plus quelque chose qui concerne ses jambes ou voilà. Bon. Après, faudrait voir exactement la description qui est faite dans Princesse d'Alderaan. Effectivement. Et après, on ne peut pas parler des acteurs sans parler des petits acteurs là, qui jouent Luke et Leia. Alors, surtout Leia. Ah ouais. J'ai encore oublié son prénom. Non, son prénom, c'est Lyra Blair. Qui vole la vedette à Ewan McGregor. Mais complètement. Il se fait bouffer par elle. Elle est géniale. Ils l'ont vraiment vachement bien casté. Tu sens la vibe à la fois Padmé et Leia adulte. Elle est géniale, ce gosse. Vraiment un très très beau boulot de casting. Puis un très très beau boulot de l'actrice. Si jeune, c'est quand même... elle porte beaucoup beaucoup la série, en tout cas sur ces 3 premiers épisodes. Et dans le rôle de Luke, on a Grant Philly. Et là, par contre, c'est vrai qu'on l'a vu très peu, avec un petit clin d'œil à Anakin. Bon, sympa, mais vraiment furtif, quoi. Ouais, mais ça permet, tu vois, de se rappeler de la ligne de dialogue de Beru, quand même déjà pas beaucoup, hein, dans Un Nouvel Espoir, quand elle dit à Owen, mais il ressemble trop à son père, ce gamin. Bah oui, il a une copie conforme, quoi. Je veux dire, c'est ça. C'est avec ses lunettes là, ça fait vraiment Anakin sur son podresseur, donc c'est vraiment. Ouais. Quand elle dit, il est loin d'être infirmier. On est d'accord, il a pas l'air de se passionner pour les travaux de la ferme. Aux grandes dames de son oncle, d'ailleurs. Voilà. Alors, pour finir sur la partie casting, on va juste parler un tout petit peu des caméos, parce que vous avez peut-être remarqué des petites apparitions de personnes qui ne sont pas de Star Wars à la base. Donc, dans la partie 1 et la partie 2, on a Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers. C'est lui qui joue le chef des kidnappeurs, là, celui avec les cheveux un peu peroxydés, etc. Et alors, celui... Oui, vas-y. Non, mais je voulais juste dire que pour les fans de Retour vers le futur comme moi, c'est une idole, ce aussi. Voilà, là, tout de suite, vous le remettez, là. Il faut dire les bons mots. Vous êtes bien.
Voilà. Et alors celui-là, quand même, fallait aller le chercher, fallait voir dans les crédits. On a Zach Braff, très connu pour la série Scrubs, où il incarnait le docteur Zidé. John Dorian. Et lui, c'est le Freck. Le mec, c'est un taupe à museau étoilé. Voilà, si je fais ça, vous allez voir tout de suite de qui je parle. Le fan de l'Empire. Oui, voilà, celui, ça fait très... moi, ça m'a donné une vibe très... Bible Belt aux États-Unis, tu sais, les confédérés. Ah ouais? Ah non, moi, oui, j'ai vraiment. pas du tout pensé ça. Moi, j'ai pensé Seconde Guerre mondiale. Ouais, aussi. Moi, c'était le côté, tu vois, je m'affiche avec le drapeau de l'Empire à l'arrière de la voiture. Ouais, Là, je vois ce pour que moi, tu veux dire. c'était... ouais, tu le remplaces par un drapeau confédéré et t'as le sud des États-Unis, sans vouloir faire trop cliché. Hein, mais... Non, mais moi, j'étais plutôt dans les collabos, mais chacun son truc. Ça marche aussi, quelque part. Mais bref, on va pas faire de politique. On a aussi la fille de quelqu'un. Oh oui, moi aussi. Moi aussi, un jour, j'étais la fille de quelqu'un. Et voilà, et c'est la réplique de la fille d'Ewan McGregor. Ah, Ewan McGregor. C'est magnifique. C'est trop mignon. C'est génial. Et ce qui fait, du coup, la 3e génération de la même famille a joué dans Star Wars. Puisqu'on n'oublie pas que Ewan McGregor est le neveu de Dennis Lawson, qui n'est autre que Wedge Antilles dans la trilogie originale et dans l'ascension de Skywalker. Ce qui fait que je l'appelle tonton, moi. Oui, tonton, effectivement. Voilà, donc c'est assez fun voilà, de voir que c'est une histoire familiale. Voilà, c'est des petites anecdotes donc, qui nous font triper. Voilà. C'est mignon. Ouais, c'est mignon tout plein. Et justement, là, puisqu'on est dans l'idée de filiation, etc., bon, on voit quand même hein, que cette série, enfin en tout cas là sur les 3 épisodes qu'on a pu voir, qu'il y a énormément de clins d'œil à la fois à la prélogie, à la fois à la trilogie originale. On voit qu'il y a une assise hein, vraiment importante dans le lore Star Wars. Alors, il n'y a qu'à voir déjà rien que les costumes de petite Leia, hein, qui sont des gros clins d'œil quand même au costume de la grande Leia. De la grande, tout est relatif. On peut le dire hein, parce qu'on est de la même taille que Leia. Ouais, c'est ça. Donc, exactement. Voilà, on peut se permettre de parler de sa petite taille. Donc oui, effectivement. Alors le costume, le premier qu'elle porte là pour l'espèce de cérémonie où est-ce qu'elle elle veut pas aller, bah clairement c'est un clin d'œil à celui qu'elle porte dans la Cité des Nuages. Quand Obi-Wan lui achète un poncho, c'est Leia sur Endor. Enfin, voilà, c'est quand même voilà, c'est des petits clins d'œil qui sont sympas. Puis dans sa façon d'être, il y a un truc de Padmé aussi qui est assez marqué. Ah ben ils le font remarquer aussi. Hein. Oui. Ils enfoncent un petit peu le clou au cas où tu n'avais pas remarqué. Léa, c'est la fille de Padmé. Allez, Obi-Wan nous dit plusieurs fois tu me fais penser à ta mère. Voilà. Il y a aussi dans les dialogues, dans ce que dit Owen à Obi-Wan, ben, on sent vraiment tout ce côté un peu animosité qu'il peut avoir envers le nom de Ben justement dans Un Nouvel Espoir. Le mettre que ce vieux fou, machin, etc. Donc on voit vraiment tout ça. Et puis ça vient aussi combler des trous, dont un très très gros. Hein, on parle bien de Ben Kenobi. De Ben Kenobi. Oui, ben, c'est vrai que moi, je m'étais fait la réflexion dans l'épisode 4 que Luke, il arrive vers Leia, il lui dit « Je suis avec Ben Kenobi », elle lui répond pas « Ben qui ?» Moi, je t'ai demandé Obi-Wan et tu me ramènes Ben, à la faute de ce mec-là. Et là, c'est logique. Dans la prélogie, on ne prononce jamais le nom de Ben, mais Leia connaît bien aussi le nom de Ben parce qu'elle l'a rencontré en tant que Ben aussi. Voilà. Après, tu peux te dire qu'il y a une petite faille dans le truc quand elle commence son message biographique en disant « Jadis, vous avez servi mon père pendant la guerre noire. Et jadis, vous m'avez sauvé d'un kidnapping. » Bon, après, effectivement, elle va peut-être plus, à ce moment-là, elle en appelle plus à son côté guerrier qu'à son côté sauveteur. Bon, et puis après, c'est
Bon, c'est histoire de pinailler, quoi, clairement. Oui. Et, mais c'est vrai que c'est assez sympa de voir ce côté où finalement ça fait plus de 15 ans hein, qu'on se dit il y a un gros problème quand même hein, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On passe de Obi-Wan à Ben, mais il n'y a pas de lien, quoi. Donc là, ça permet aussi de recoller les morceaux et de faire en sorte que la transition entre la prélogie et la trilogie originale se fasse de manière un peu plus lisse. Mais je me suis fait la réflexion d'ailleurs que quand il y a le petit dialogue là autour de Padmé, qu'elle lui dit mais vous avez connu ma vraie mère et tout, qui lui dit qu'il se rappelle un peu de ses parents, qu'il se rappelle des petites impressions. Franchement, ça leur coûtait pas grand-chose qu'elle réponde. Moi aussi, j'ai des petites impressions. Comme ça raccordait avec le fait que dans le 6, elle dit à Luke je m'en rappelle de ma vraie mère. Alors que jusque-là, on se disait non mais ils ont fumé, elle accouche et elle meurt, donc c'est pas possible qu'elle s'en rappelle. Comme ça, on pouvait se dire peut-être finalement le fait d'avoir l'empreinte de la force en elle, je sais pas, ça fait des souvenirs incontrôlables quoi. En fait, c'est pas des vrais souvenirs, c'est des impressions. C'est vrai qu'ils ont loupé le coche. Après, il reste encore 3 épisodes, hein, donc c'est pas dit que ça soit pas rattrapé à ce moment-là. On peut pas juger un produit fini là. C'est vrai, c'est vrai. Et puis vu qu'ils en ont parlé plusieurs fois de Padmé dans plusieurs épisodes, il est possible qu'ils en reparlent ensuite. Oui, tout à fait. Ça, c'est possible. Après, on voit aussi les liens avec forcément hein, la prélogie, notamment. Alors, j'ai trouvé ça très bien qu'ils nous fassent un récap au début de la partie 1, finalement, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se positionne, voilà, le chemin d'Obi-Wan à travers les épisodes 1 à 3. Alors, et puis d'ouvrir sur cette scène de l'Ordre 66 avec ces 5 petits padawans qui s'échappent tout du moins temporairement. Donc, je pense que là, il y a... C'est pas gratuit. Hein. Non, c'est pas gratuit. C'est jamais gratuit. Et potentiellement, hein, on en avait parlé en préparant l'émission, hein, que un des padawans, une du coup des padawans pourrait être Reva. Est-ce que ça sera révélé d'ici la fin de la série je sais pas, mais effectivement, c'est un peu trop gros quoi, de nous appâter avec cette scène de l'Ordre 66 et pas en faire quelque chose derrière. Il y a ça, et il y a le fait qu'ils nous disent que les inquisiteurs sont parfois d'anciens Jedi qui ont mal tourné. Donc, quelque part, ça nous fait 2 indices concordants. Ça, plus le fait dans la partie 3, là, quand ils arrivent dans la safe house et que Tala explique, quand Leia demande les enfants, on dit on ne sait pas ce qu'ils deviennent, il n'y en a aucun qui est revenu. Est-ce qu'il y a une sorte d'académie de l'ombre justement où ils entraînent pervertissent hein, finalement dès leur plus jeune âge des jeunes voilà, c'est tout à fait ouvert. Surtout qu'on te parle derrière, alors j'avance un tout petit peu dans le fil conducteur, mais on te parle quand même de Quinlan Vos qui sauve des novices. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. En même temps, c'est raccord avec ce qui s'est passé avant et en même temps, ça te distille des petits trucs là pour te mettre en appétit. Mais si t'es pas attentif, tu loupes quand même certaines choses. Hein. Il y a vraiment des petits détails qui sont pas répétés, voilà, comme Quinlan Vos. Ils disent pas Quinlan Vos, ils disent Quinlan. Oui. Donc, si t'es pas habitué au nom, tu fais pas forcément le... C'est ça. Alors, Quinlan Vos, on rappelle, c'est un Jedi alors à la base qui a été créé dans l'univers étendu Les Légendes, donc une série de comics hein, qui est assez renommée, je vous la conseille, c'est La mémoire de Quinlan Vos. Et on l'a vu ensuite dans pas mal de comics République, donc tout ce qui se passe pendant la guerre des clones, hein, c'est un personnage assez important, c'est un Jedi gris. Donc, il n'est pas nommé comme tel, mais bon, il a... Voilà, il y a le cadre de l'ordre Jedi, et puis il y a Quinlan Vos, qui fait des tours et des détours, etc.
et qui a été donc canonisé puisqu'on le voit dans un épisode de The Clone Wars, je crois que c'est dans la saison 2 ou 3, et il a eu aussi son propre roman, Sombre apprenti, par Christie Golden. C'est une histoire où il est de mèche avec Asajj Ventress pour tenter d'assassiner le comte Dooku. Voilà, donc effectivement, il est connu des grands fans, on va dire, mais du public plus général, Quinlan Vos, voilà. Et c'est pas le seul name drop qu'on a eu sur cet épisode-là, mais par contre là, fallait faire du travail d'archéologie, fallait s'appeler Indiana Jones. Je sais toujours pas comment les gens ont réussi à déchiffrer toutes les inscriptions en norvège qui étaient sur les murs, parce que je vous promets, j'ai fait pause, je sais pas combien de fois, sur la télé, sur l'ordinateur, moi j'arrive pas à avoir une image nette, suffisamment pour pouvoir voir suffisamment de lettres. Mais on a, alors il parle de Din Altin, qui est un maître Jedi qui est introduit dans un roman dont on peut tout à fait se passer dans l'univers étendu Legends, qui est Les Enfants du Jedi, et qui a eu après qui a été un personnage d'un roman Clone Wars, toujours Légende. Il y a Roganda Ismaren, pareil, introduite dans Les Enfants du Jedi, on voit après dans la série Le Nouvel Ordre Jedi. Mais vite fait, elle est mentionnée. Je ne me souviens plus si on la voit réellement ou pas. Et surtout, Valin Alcyon. Alors, pourquoi je m'arrête sur ce nom-là? Parce que c'est pas la première mention qu'on fait dans Kenobi à la lignée Alcyon Horn de Jedi. C'est-à-dire que dans la partie 2, ça paraît, il fallait le savoir, il fallait aller lire les crédits. Le gamin qui cherche avec sa mère à partir de Dayou et qui se fait un peu embobiner là par le faux Jedi, qui fait style ouais je te sauve, etc. Voilà. Le gamin s'appelle Corran. Il s'appelle Corran. On n'a pas son nom de famille. Bien sûr, Corellia. Il est sensible à la force parce que quand tu lis entre les lignes, tu sens qu'il a des aptitudes. Voilà, et donc là, ça crie, en fait, il y a les petits signaux d'alerte qui te disent « Oh mon Dieu, c'est Corran Horn !» Et Corran Horn, alors effectivement, il n'y a que les fans légendes qui le connaissent, mais c'est un pilote corellien qui a été créé par Michael Stackpole pour les romans X-Wing. Donc le premier c'est l'escadron Rogue, après c'est je sais plus, enfin bref. Ce sont des romans d'ailleurs qui sont disponibles chez 1221, l'éditeur numérique, donc pas hésiter à aller faire un tour. Ils sont plus trouvables en format papier, mais ils sont toujours en format numérique. Et donc c'est un Jedi, c'est pas un Jedi au départ, c'est un pilote corellien, etc., mais qui se découvre une aptitude à la force et qui découvre qu'il a effectivement une ascendance Jedi, dont Valin Alcyon, son père. Qui a changé de nom parce que il faut, contrairement aux Skywalker, ils ont été malins, ils ont changé de nom. Et donc voilà, on a une idée mention intelligente en deux épisodes d'Obi-Wan à Corran Horn ou sa filiation. Ce qui me fait dire que il y a anguille sous roche parce qu'ils font jamais rien gratuitement. Ah bah non. Et il y a anguille sous roche d'autant plus qu'on a comme le film Rogue Squadron qui est dans les cartons et qu'en plus on sait que Patty Jenkins a discuté avec Michael Stackpole dans la préparation, en pré-production du film. Donc est-ce qu'on va avoir Corran Horn qui va revenir dans l'univers canon dans le film Rogue Squadron? Alors je croise pas les doigts parce que j'adore Corran Horn et je vais être déçue s'il revient dans le canon, même si voilà, le fait que quelque part son nom soit là, c'est symbolique, c'est sympa, c'est chouette. Mais voilà, ça alimente pas le côté complotiste, faut pas déconner non plus. Mais voilà, les théorisations sur ce personnage-là. Il y a une possibilité pour Rogue Squadron, mais il y a aussi une possibilité sur la série Andor qui va se passer aussi plus tard par rapport à la série Obi-Wan. Et si il est exfiltré là par la résistance, parce qu'on sent bien qu'il y a un réseau, donc c'est peut-être un réseau qui est une cellule de la résistance. Peut-être que plus tard il fait partie de la résistance. Ça
ce nouveau canon, on va dire, paraîtrait assez logique. Oui, et justement, c'est bien que tu parles de ce réseau de résistance, parce que là, on voit justement le lien qui va se faire avec, comme tu le disais, Andor, qui va se faire avec Rogue One aussi. Ces prémices de réseau, ça va lier aussi avec Rebels à la base. Tu sens que là, on est au balbutiement. Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à donc ils appellent ça le passage. Ça m'a fait penser à la grande rivière de Luke Skywalker dans le Nouvel Ordre Jedi. Il y a un moment où les Jedi sont pourchassés aussi, donc c'est raccord. Hein, on retrouve ces réseaux souterrains d'entraide aux Jedi, mais aussi tous ceux qui sont force sensitive et tous ceux qui sont résistants. Tout simplement, pas besoin non plus d'avoir la force pour être contre le régime de l'Empire. Cette résistance, elle est incarnée aussi par deux pointures, on n'en a pas parlé, mais donc le faux Jedi Aja Estree, il est incarné par Kumail Nanjiani, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans Les Éternels, par exemple. Et puis Tala, elle est incarnée par Indira Varma, qu'on avait vu dans Game of Thrones, ou Rome. Enfin, moi, j'adore cette actrice. Je trouve qu'elle a un jeu vraiment très très fin. Enfin, si vous n'avez pas vu Rome, voyez Rome. Vous verrez l'étendue du jeu d'actrice, c'est assez hallucinant. Et alors, petit fun fact rigolo aussi, je reste sur les écritures. Voilà, il y a For Light and Life décrit. Donc, pour la lumière et la vie. Hein, donc, le petit clin d'œil à la Haute République en plus. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, c'était juste. C'est comme ça fait partie des petits trucs que, si on te le dit pas, tu vois pas. Voilà, je partage. Oui, c'est vrai que lire le Ravage comme ça sur des murs ton sur ton, c'est pas. Ouais, non, puis franchement, faut le voir. Je dis, j'ai même poussé le vice jusqu'à comment passer une image. Alors, j'ai un logiciel qui s'appelle DxO qui permet de débruiter, etc. Alors, c'est pas super efficace sur les JPEG, ça marche beaucoup mieux sur les fichiers bruts. Mais voilà, j'ai essayé. Je me suis dit, allez, ça fait très NCIS, tu sais. Je suis habillée. Mais non, ça marche pas. Je comprends vraiment pas comment les gens ont réussi à lire ce qui était inscrit. À moins peut-être d'avoir. Peut-être. C'est possible. C'est vrai que si tu projettes sur un tableau blanc, tu dois pouvoir écrire et puis après effectivement t'éteins le projecteur et puis tu regardes ce que t'as repassé au feutre. Mais ça fait très, il y a un côté Champollion, déchiffrer la pierre de Rosette, voilà. Ah ouais, j'avais vu des archéologues comme ça qui mettaient une feuille transparente et puis qui recopiaient les écritures pour pouvoir les traduire ensuite tranquillement depuis leur labo et pas tout le temps enfoui. Donc tu vois, c'est assez raccord. Bah ouais. Puis tu disais Indiana Jones, là c'est le papier sur le bouclier. Ouais, mais Indiana Jones derrière après il détruit tout, alors ça fait moins, tu vois. C'est dans le top des pires archéologues. Il y a Indiana Jones, celle dans Suicide Squad. Bref, il y en a beaucoup. Ouais. Ils sont tous pires les uns que les autres. C'est ça. Et dans les petites références aussi, pointues, j'ai envie de dire, mais qui fait toujours plaisir à entendre, c'est dans le tout premier épisode, quand Leia regarde les vaisseaux partir, là, qu'elle s'est planquée dans son arbre, elle parle d'un vaisseau aquiléen. Ah oui, c'est vrai. Et Aquilée, enfin bref, comme ça se prononce, c'est une planète qu'on retrouve dans le tout premier script d'un Nouvel Espoir,
qui est la planète d'origine du général Anakin Starkiller. Et voilà, c'est un petit clin d'œil assez sympa parce qu'en plus, alors c'est le hasard qui fait bien les choses, c'est que Panini vient juste de ressortir la version comics qui avait été faite de cette première version. Alors c'est une version aboutie, hein, c'est pas non plus une version de travail basique. Hein, ça a été retravaillé. Voilà, c'était retravaillé. Aussi, ouais. Oui. Mais bon, on n'est pas sur un truc hyper basique, c'était quand même une histoire qui tenait la route. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est assez intéressant. Alors après, c'est assez éloigné aussi hein, d'un nouvel espoir. Hein. Tu sens que c'est... voilà, il a posé les bases, il y a des éléments qui se ressemblent, etc. Il y a des éléments qui vont revenir après dans la prélogie ou dans les autres films. Voilà, c'est assez intéressant. Oui, voilà, c'était introuvable puisque c'était édité chez Delcourt et puis c'était épuisé. Et Panini l'a ressorti le mois dernier, je crois. Ouais, donc, pas hésiter à aller voir un petit peu. Voilà. Ça fait partie de ces petits trésors, on va dire, ces petites infos assez sympas à connaître. C'est pas indispensable, mais... Et dans le script, ils ont piqué un autre truc, c'est le nom de son oncle. Normalement, c'était le roi Kéios, qui était le père de Leia, dans l'ancien script. Et là, son oncle, c'est Keio. Voilà, ils ont retiré le S, mais sinon, c'est... de toute façon, hein, dans Star Wars, rien ne se perd, tout se recycle. Hein. Et encore. Et encore, hein, le Jedi Bendu, Mace Windu, tout ça, c'était des mots qui sont arrivés très très vite dans les versions de travail de George Lucas et qu'on retrouve disséminés un petit peu partout. Très tard. Voilà, en hommage au créateur. Loué soit le grand concepteur. Et oui, j'allais dire Ahsoka aussi. Oui. On avait aussi noté comme petite référence, pareil, on n'est que dans les références, vous allez me détester. J'allais dire, question partie sur Tatooine, mais vas-y. Mais non, mais juste Dayou, alors je sais pas à quoi vous, personnellement, ça vous a fait penser. Moi, de base, c'était plutôt à Madripoor, qu'on voit dans Marvel, notamment dans Falcon and Winter Soldier. Mais toi, ça t'a mis la puce à l'oreille sur une autre référence qui est plus Star Warsienne. Mais oui, ça m'a fait penser aux images qu'on avait pu avoir de Star Wars Underworld, qui devait se passer beaucoup dans les bas-fonds de Coruscant. C'était une série, c'était la première série live prévue de Star Wars, qui avait été abandonnée. Et en fait, bien après, là, dans les années 2010, on avait eu des rushs qui avaient filtré. Donc, on pouvait voir un petit peu l'ambiance. On va vous mettre une petite image qui est comme ça assez lumineuse, un peu façon métropole asiatique. Comme tu dis, Madripoor, c'est aussi un peu la même ambiance, hein, parce que c'est censé être une île en Asie, on ne sait pas trop où d'ailleurs. Oui, il y avait une petite vibe aussi Blade Runner. Hein, de toute façon, ce film est une grosse inspiration visuelle pour énormément de films de science-fiction. Bon, mais je crois, comme tu disais, on a assez passé de temps sur les petites références, les petits caméos, les petits machins, les petits trucs. Même si on aime bien décortiquer ce genre de choses, on aime bien les petits easter eggs. Mais c'est vrai que voilà, on pourrait peut-être passer à autre chose. Donc ouais, je te propose qu'on parle déjà de ce qui se passe sur Tatooine. Donc on a vu qu'on a un Obi-Wan quand même assez brisé. Il vit pas encore dans la maison qu'on a pu voir dans l'épisode 4, il vit dans une espèce de grotte là. Même les Jawa trouvent qu'il sent mauvais. En même temps, il découvre du dragon crête la journée longue. Enfin, je veux dire, tu dois sentir la boucherie quand même. Hein. C'est ça. C'est l'abattoir boucherie ici. C'est ça, c'est... Oui, D'ailleurs, j'ai apprécié, moi, la boucherie. Comme je t'avais dit dans Boba Fett, je trouve que la boucherie a fait un peu... T'as pris une boucherie humaine et puis t'as mis des masques sur les mecs et c'est fini. Là, j'ai vraiment une impression de Star Wars bien crado. Oui, en plus, moi, la réflexion que je me suis faite, c'est mais c'est pas du tout hygiénique, là. En fait, ce qu'ils font, c'est dans le sable. Bon, après, ils sont peut-être hyper résistants aux microbes, plus que nous, etc. Mais bon, après, hein, chacun son trip. Peut-être que t'aimes bien le côté croquant du sable sous la dent.
Moi, Il c'est pas s'insinue partout. Tu comprends pourquoi Anakin, il n'en pouvait plus. Ça bouffe aussi, en fait. C'est clair. Et alors moi, j'ai été un peu sidérée d'apprendre qu'un néopie, c'était carnivore. Ah oui, je pensais que cette bête-là, c'était herbivore, bêtement. Mais oui, mais cheval, parce qu'on a l'image dromadaire. Oui, voilà, tout à fait. On a l'habitude de bêtes de somme qui ne cherchent pas à te bouffer la nuit quand tu campes. C'est ça. Bon, après, il faut tout pour faire monde, hein, j'ai envie de te dire. Et puis peut-être qu'effectivement, mais comme les bandas, on a découvert quand même dans The Book of Boba Fett qu'ils étaient carnivores aussi. Et quelque part, ça se tient sur un monde désertique, tu vas peut-être plus facilement trouver de la bouffe viande que de la bouffe végétale. Ah oui, c'est sûr, ouais. Quand tu vois l'effort qu'il faut pour trouver ton petit melon noir là, pour se désaltérer, je dis que bon, effectivement, un rawomp, ça craque un peu sous la dent, ça peut être meilleur. Comme les Inuits qui sont quelque part dans un désert de glace, qui ont un régime beaucoup plus carné que forcément, tu fais avec les ressources que tu as. Hein. Ailleurs sur la Terre. Ce qui était sympa de voir, je repense à donc l'espèce de... Enfin, c'est pas une chaîne de montage, mais c'est cette espèce de chaîne de boucherie-abattoir, là. C'est de voir, en fait, finalement, le quotidien de populations pauvres dans Star Wars. Parce que... Bon, après, ce serait bien qu'on ait à un moment donné des gens de classe moyenne, parce qu'on voit les sénateurs, on voit les puissants, etc. On voit les Jedi, on ne sait pas trop où les classer, eux. Et on a toujours les esclaves, les péquenots et les contrebandiers. Et à un moment donné, j'aimerais bien voir des gens comme nous, tu sais, des gens qui vont travailler, travail de bureau, des étudiants, tu vois, des gens un peu... lambda, enfin, qui a une plus grande représentation parce que des gens, excuse-moi, même des gens pauvres, ça reste des gens lambda par rapport aux Jedi, par rapport aux contrebandiers, etc. Mais c'est vrai qu'on manque de représentation de gens de classe moyenne, simplement, avec des problématiques plus terre à terre, genre. Attends, t'exagères. Mais Mascanata, elle a fait une réunion syndicale. Attends, tu t'en veux du quotidien? Non mais oh. Non mais voilà, mais c'est vrai que un aparté, mais c'est vrai que c'est sympa aussi, parce qu'on a pu voir un petit peu aussi avec The Mandalorian et The Book of Boba Fett, c'est cette plongée dans qu'est-ce que c'est que la vie des vrais gens en fait. Quand on met de côté les militaires, quand on met de côté les Jedi, les gens avec des super pouvoirs, etc. Qu'est-ce qui reste pour les gens classiques? Alors, c'est vrai que ça serait bien à un moment donné quand même de s'éloigner de la bordure extérieure et de s'éloigner des bas-fonds parce que c'est un peu tout ce qu'on nous offre en fait. On nous offre la bordure extérieure, on nous offre des planètes telles que Dayoo ou des coupe-gorges en fait, ou des trucs désertiques. Enfin, la planète minière là où ils étaient, là, qui a été ravasée par l'Empire, Mapuzo ou quelque chose comme ça, là sur l'épisode 3. Enfin, sur l'épisode 3, sur la partie 3. Non, j'ai perdu le nom. Voilà, mais on voit toujours un peu les mêmes trucs. À un moment donné, ça serait sympa de voir plus de monde agricole, plus de monde océanique. Voilà, on est toujours dans le désert, quoi. Enfin, je mettrais de côté dans le Mandalorian quand ils reviennent sur la première planète et que du coup ils ont stabilisé entre Cara Dune et comment je vais pas retrouver son nom. Ben Garga. Ouais. Et du coup, en fait, on a une école, on a un semblant quand même de normalité. Oui, mais on est encore sur une foutue planète désertique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a peut-être autre chose que du sable et des gratte-ciel dans Star Wars. Ça pourrait être sympa de voir. Alors si, on a eu un peu de vert dans The Mandalorian avec ceux qui récoltaient les crevettes, là. Mais eux, c'est... Bon, c'était des fermiers. Alors, on a les fermiers de Tatooine, on a les fermiers... Mais ça manque d'employés de bureau dans une ville classique. Il y en a qui fait une fixette, tu sais. Mais voilà. Après, c'est le côté sympa. Et puis, de voir cette plongée, en fait, dans un monde qui est... pas du tout égalitaire, hein, qui est un monde injuste. On le voit bien d'ailleurs quand le gars là, quand il se fait payer par le druide Gonk, hein, qui va avoir le contremaître en disant il n'y a pas le compte là, que c'est une famille à nourrir et tout, puis qui se fait tabasser par le contremaître. Obi-Wan ne bouge pas.
Ce qui vient du coup à l'encontre de ce que disait le grand inquisiteur quelques minutes plus tôt en disant que la faiblesse des Jedi, c'est ce côté il faut absolument aller aider autrui, etc. Tu sens que Obi-Wan, t'as même pas l'impression qu'il se fait violence en fait, t'as l'impression qu'il... J'ai pas vu. Ouais, il a vraiment compris la leçon que s'il veut pas se faire repérer, il faut qu'il aide personne. Y compris là, quand le Jedi vient le voir. Alors, il cache pas son identité très longtemps. Hein. Non, c'est pas moi. Et puis, il lui donne un conseil, mais son conseil, c'est oublie que t'es un Jedi, quoi. Voilà. N'utilise plus la force. Et on voit que, clairement, il s'entraîne plus, puisque après, quand il faut qu'il l'utilise, déjà, il dit au père de Leia, à Bail, je ne suis plus du tout l'homme que j'étais à l'époque. Et quand il faut qu'il rattrape Leia avec la force, c'est un bon diesel qu'il faut redémarrer. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré. Quoi. C'est clair. Non, mais tu sens qu'en fait, il est investi d'une mission. C'est-à-dire qu'il a échoué avec Anakin. C'est quelque chose qui va le hanter jusqu'à sa mort. Hein. Mais que du coup, il se met une pression de dingue en disant il ne faut pas que je suis dans la colle avec Luke. Quoi. Il faut que je le protège. Et ensuite, que je sois à la hauteur quand il aura besoin de moi, quand il faudra le former, parce que tu sens déjà ce côté, on met sur ces gamins le poids du futur de la galaxie. Leia, elle est complètement éduquée, façonnée même, hein, j'ai envie de dire presque, pour prendre la suite de son père adoptif, sa mère biologique, quelque part au Sénat, hein, c'est assez clair. Alors c'est pareil, c'est une petite référence qui est passée très très rapidement, on te parle de Junior Senate, et ça c'est quelque chose qui est un peu plus explicité dans le roman Lien du sang de Claudia Gray, parce que Leia a tout un parcours pour devenir sénatrice, donc pour marcher dans les pas de son père adoptif. Et c'est notamment sur ce Junior Senate qu'elle va rencontrer Améline Holdo, qu'on verra par la suite dans Les Derniers Jedi. Mais on sent vraiment ce côté, il y a déjà quelque chose qui repose sur les épaules de ces enfants qui n'ont jamais que 10 ans, qui sont tout jeunes. Et on voit déjà le côté Owen qui s'oppose complètement à ça. Il veut pas, il veut que Luke reste sur Tatooine, qu'on oublie toutes ces conneries de Skywalker, de Jedi, etc. Et qu'on lui foute la paix à ce gosse, en fait, clairement. Ouais, ce dialogue, il est très très fort quand il dit à Obi-Wan, tu veux former Luke comme t'as formé Anakin, et en même temps, on sent que il n'a pas besoin de tourner le couteau trop dans la plaie, parce qu'en fait, Obi-Wan, il en a déjà conscience, il est déjà dans la culpabilité. Et limite, c'est vrai qu'on peut se poser la question s'il veut vraiment former Luke, parce que est-ce qu'il n'a pas peur de le faire? D'ailleurs, on voit que dans l'épisode 4, finalement, c'est Luke qui va aller vers lui. Il va pas dire « Allez, il a 16 ans, toc, j'y vais. » Finalement... Mais il a peut-être eu du destin. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas. Pour moi, c'était la bonne surprise de voir qu'il allait avec Leia. Parce que je suis en pleine lecture de Kenobi, lecture sur l'audiobook. Donc, comme on disait avec Bruno Schauel. Et en fait... au tout début du bouquin, ça m'a un petit peu crispé les épaules, parce que ils ont commencé par dire oui, Luke, c'est notre dernier espoir. Et là, t'avais envie de répondre avec une petite voix de Yoda, non, il y en a un autre. Voilà, moi, ça m'a un peu crispé le fait de tellement être sur Luke, il n'y a que Luke. J'ai trouvé ça un peu sexiste, on va le dire, hein, on va mettre les mots. Alors, on peut justifier, on peut dire oui, il était chargé de surveiller Luke parce que Leia, elle était avec Bail Organa, que c'est quelqu'un de confiance, et que Luke, par contre, il était avec sa famille, donc c'était peut-être plus risqué parce que Dark Vador pouvait plus facilement faire le lien. On peut faire plein de justifications au fait que Obi-Wan était sur Tatooine
et pas sur Alderaan. Mais on peut pas faire de justification à dire que Luke c'était le seul espoir et d'oublier Leia, quoi. Mais je pense que, alors après, c'était pas quelque chose qui était au départ. Hein. Faut être très clair. De toute façon, même au départ, Luke et Leia étaient pas frères et sœurs. Donc, ah oui, oui, tu veux dire quand ils ont tourné Un Nouvel Espoir. Voilà, oui. Ouais, bien sûr. Tu raccroches les wagons. Après, tu fais oh bah tiens, ça a l'air de marcher avec ce que j'ai fait avant. Voilà, bien sûr. Tu rajoutes une couche, etc. Mais maintenant, tu peux te dire que ouais, effectivement, hein, tu dis pourquoi Luke et pourquoi pas Leia? Pourquoi c'est pas Leia qui a été entraînée après par Obi-Wan, etc. Bah simplement, comme tu disais, il fallait quelqu'un sur Tatooine pour protéger Luke, parce que mine de rien, Owen et Beru, ils ont pas du tout les mêmes moyens que Bail et Brea. Parce que je parle au niveau financier, mais aussi au niveau sécuritaire, etc., etc. Et puis, ils ont suivi 2 chemins différents. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver après le retour du Jedi, où Luke, lui, s'investit justement dans son projet de refonder l'ordre Jedi, d'entraîner des gens, etc. Et Leia, elle finit son entraînement et elle finit en politique. Elle n'est jamais, à un moment donné, réellement Jedi. Je veux pas diminuer ses capacités, mais à aucun moment elle se proclame Jedi, en fait. Elle va du côté politique. Ouais. Et finalement, ils ont 2 destins différents, mais complémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait aussi quelqu'un pour mener la lutte d'un point de vue politique, d'être un leader, quelqu'un qu'on regarde, quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qu'on a envie de suivre. Ouais. Et le fait que ça soit Luke le Jedi et Leia la sénatrice, ça ne diminue en rien les capacités de Leia, en fait, et de son côté héroïque, etc. Après, on peut y voir une forme effectivement de sexisme, de patriarcat, etc. Faut pas oublier quand même que à la base, Star Wars, c'est quand même la fin des années 70. Donc il y a rien qu'au début des années 70, aux États-Unis, les femmes ne pouvaient pas ouvrir de compte en banque. Donc, faut remettre aussi un petit peu dans le contexte. Et c'est vrai qu'avec les ajouts au fil des années, on a remis une couche plus ouverte, plus égalitaire entre hommes et femmes. N'empêche que, à la base, tu pars quand même d'un truc qui est déséquilibré. Donc, tu peux pas non plus raccrocher les wagons aussi facilement que ça. Et pour la petite histoire, dans les ajouts récents, dans A Certain Point of View, pour l'Empire contre-attaque, Obi-Wan contacte Yoda par la force et lui dit je t'envoie un jeune chef Skywalker, et Yoda dit chouette, Leia arrive. Non, c'est Luke. Ah mince. Ah non, pas celui-là. Ça m'embête. Donc voilà. Je voulais l'autre. Mais on avait dit l'autre. Voilà. Bon, c'est à mon avis, c'est plus pour la blague qu'autre chose, parce que comme tu dis, il y a d'autres choses qui font que c'est Luke dans Un Nouvel Espoir qui prend le côté Jedi. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il fallait pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'on avait Leia qui fonctionnait en tant que leader de la rébellion, et Luke était finalement sous les spotlights en tant que Jedi. Donc si en plus Vador et l'Empereur avaient eu connaissance de Leia à ce moment-là, il valait mieux en fait qu'elle reste dans l'ombre, et que si Luke est souhait, que effectivement Yoda et Ben essayent d'approcher Leia, etc. C'était le plan B en fait, mais simplement parce qu'à un moment donné, oui, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, clairement. Tu les formes un par un. Voilà. Alors avec lui, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, on va essayer avec elle. Alors avec elle, il faut que ça marche parce qu'il n'y en a pas d'autres derrière. C'est ça. Pas de pression, hein, Leia, du tout. Bon, après, tout le monde peut devenir un Jedi. Ouais. Enfin, je veux dire, tous ceux qui sont force sensitive, parce que sinon tu pars de loin quand même. Mais après tout, la rébellion, c'est quand même l'ensemble des gens, plus que un héros, une héroïne. Tout à fait, mais de toute façon, dans toutes les luttes, tu as une ou plus 2 personnes, vraiment des figures de proue, et puis tu oublies tout le travail de l'ombre, etc., fait par les militaires, les espions, les mécaniciens, les infirmiers, enfin voilà, t'as toujours...
C'est pas juste figure, c'est pas Leia et Luke à eux tout seuls, l'une avec un blaster et l'autre avec son sabre laser, qui sont allés démolir l'Empire, quoi. Il y avait derrière un soutien logistique assez important, quand même. C'est ce que souligne Luke dans l'épisode 8. Tu veux que je détruise le nouvel ordre à moi tout seul? C'est pas possible. Dommage. Bien vu. D'ailleurs, la petite référence à Luke dans l'épisode 8, le fait que Obi-Wan dise que c'est la fin des Jedi. Référence à il est temps pour les Jedi d'en finir. Ah oui, mais ils sont dépressifs tous les deux, mais faut leur filer quelque chose, quoi, parce que... Mais finalement, ils sont dans des situations similaires, c'est-à-dire que Obi-Wan, il a échoué avec Anakin, Luke a échoué préventivement, en fait. Il n'a pas laissé le temps à Ben de travailler sur ses sentiments, sur cette dualité. Il est tout de suite parti du principe que Ben allait échouer. Donc, Luke a échoué avec Ben. Et puis, c'est là, on sait tout ce qui est devenu après. Et il y a ce côté exil à chaque fois. Alors, Luke, il s'exile en attendant la mort. Obi-Wan, lui, il s'exile avec un certain espoir, même si, quand tu le vois là, dans la série, le mec, il a pas franchement beaucoup d'espoir, quoi. Il est là, il vivote et il croise les doigts pour que ça se passe bien, quoi. Oui, il n'est pas en train d'être actif dans la rébellion, par exemple, comme peut être Bail Organa, qui, lui, agit véritablement contre l'Empire en étant sénateur pour finalement, quelque part, essayer d'œuvrer de l'intérieur de l'Empire pour améliorer les conditions, voter dans le bon sens, même si peut-être qu'il est tout le temps dans l'opposition et qu'il ne peut pas faire grand-chose, je sais pas. Mais au moins, il fait entendre sa voix et des fois, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il arrive à faire passer des amendements ou des choses. Et puis le côté rébellion aussi, parce qu'on sait que c'est lui qui est à l'œuvre dans la rébellion, dans le vol des plans de l'étoile noire, tout ça avec Leia, tout ça, c'est ce qu'a créé aussi Bail Organa, Mon Mothma, tout ce groupe politique qui s'est transformé, qui aurait dû être avec Padmé. Mais... Et c'est là où tu ressens vraiment le manque de toutes ces scènes qui ont été coupées pour la revanche des Sith, où il y avait justement avec l'actrice qui joue Mon Mothma, j'ai son prénom mais pas son nom de famille, Geneviève, il y avait tout un truc justement où tu voyais Mon Mothma, tu voyais Bail Organa, tu voyais Padmé qui discutaient déjà des prémices de la rébellion. Et alors c'est vrai qu'après il paraît que le premier cut de la revanche des Sith, le premier montage faisait 4 heures. Donc, effectivement, c'était pas très cinéma friendly, fallait quand même raboter. Et c'est dommage que ces scènes-là elles soient passées à la trappe, ou tout du moins qu'elles soient pas plus réexploitées, etc. Parce qu'il nous manque, finalement, là, alors, encore une fois, on juge sur un produit qui est pas fini. Mais quand on voit Bail Organa, alors on sent, comme ce que tu disais là, que oui, ils commencent à mettre en place certains trucs, mais on sait pas où ils en sont. Non, pas du tout. À ce moment-là. Pour le moment, ça, c'est peut-être un lien qui va être fait avec Andorre, justement, puisqu'on sait que Mon Mothma sera dans Andorre, ça a été révélé. Et puis là, avec les histoires avec Tala, peut-être que ça va se raccrocher par un autre moyen. Peut-être que, je sais pas, un Bail Organa va entendre parler qu'elle était à cet endroit-là parce que ça fait partie d'un réseau. Je sais pas. Il va peut-être l'entendre par la bouche de sa fille. Peut-être. Parce qu'il va la récupérer. Donc, oui, c'est sûr. Donc il y a moyen aussi qu'elle lui parle de ce qu'elle a vécu. Etc. Dans le parallèle Luke et Obi-Wan, il y a autre chose qui m'a fait penser à ça, c'est quand Dark Vador dit à Obi-Wan je suis ce que tu as fait de moi. Parce que en fait, Kylo Ren, c'est exactement ça. C'est Luke qui l'a créé aussi en tant que Kylo Ren, par le manque de confiance qu'il a eu, comme tu l'évoquais. Donc en fait, on a aussi cet antagoniste qui a été un peu créé en partie par notre héros. Ouais, après, c'est pas très Dark Vador, il exagère parce un petit peu. Il est tombé quand même un petit peu tout seul. Ouais. Alors, c'est sûr que Obi-Wan n'a pas été forcément à la hauteur. Après,
je trouve que remettre la faute, genre Anakin est devenu Dark Vador, c'est la faute à Obi-Wan, c'est un raccourci, mais vraiment très, 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 très gros et très injuste. Parce que Obi-Wan, il a toujours soutenu Anakin. Mais après, il y avait le carcan de l'ordre Jedi. Le problème, c'est l'ordre Jedi qui a poussé Anakin dans les bras de l'ordre 66 de l'empereur. Ouais. Voilà. Ça me fait penser, tu sais, il y a un mème qui circule où tu vois 3 images de Anakin qui courtise les Jedi et puis c'est le Jedi top comme ça, puis à la fin les Jedi qui font la gueule parce qu'ils voient Anakin partir avec l'empereur. Bah ouais, mais en même temps il vous a fait des appels du pied là tout du long, puis il a trouvé mieux ailleurs, quoi. Donc on peut, enfin, j'ai perdu le fil. Non, mais oui, donc en fait, Obi-Wan n'a pas vraiment créé Vador. Dans ce dialogue-là, c'est plus le fait d'avoir les blessures, l'armure. Mais en vérité, le fait d'être devenu Dark Vador, quelque part, il était déjà devenu quand il a basculé dans le côté obscur. C'est ça l'événement marquant, c'est pas le fait d'avoir cramé. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de cramer, t'as vu qu'il essaie quand même de faire la même chose à Obi-Wan que ce qu'Obi-Wan lui a fait. Non, Obi-Wan l'a découpé proprement en tranches et après il a pris feu. Des choses qui arrivent. Ouais, il a voulu se venger le feu par le feu. Oui, c'est ça. Ouais, c'était poignant comme scène, je trouve. C'est très chargé émotionnellement. Et tu le sens aussi dans la posture de Vador, parce que quand Tala, elle met le feu à ce qui reste de carburant, en fait, il aurait très bien pu écarté avec la force comme il l'a fait quelques instants auparavant, et tu sens qu'il est tétanisé en fait par ces flammes, puis là pour le coup c'est pas lui qui le contrôle, hein. Et tu sens que il y a un mauvais souvenir qui remonte, et tu vois que le masque, mais il y a tellement de choses qui passent dans la posture, dans la manière dont il regarde le feu, c'est bien impressionnant. Ça l'empêche pas de continuer à vivre sur Mustafar, donc le petit clin d'œil aussi à l'univers étendu qui avait déjà été recanonisé, enfin mis sur écran dans Rogue One, hein, cette forteresse du Mustafar. Mordor. Pardon, hein, mais c'est un peu ça. C'est Barad-dûr, hein, Vincent. T'as tout. Il manque juste l'œil. Il manque l'œil en haut de la tour, et puis c'est quand même 2 flèches. Hein. Non, c'est vrai que d'un point de vue vraiment visuel, dans cette forme, il y a quelque chose. Et puis la montagne du destin, tout ça. Oui, non, mais forcément. Et là, il y a 3 aigles qui se baladent et des hobbits. On s'est trompé de franchise. Voilà. Il y a vraiment, ce Vador, c'est. Ouais, en fait, moi j'ai presque eu je peux dire un orgasme, mais d'entendre la respiration de Vador, en mode, j'ai passé l'épisode en mode. Accroche-toi, oui, c'était. Non, c'était très bien. Après, le fait qu'il y ait un combat. Bon, on le savait de toute façon, ils nous avaient teasé. Oui, ils avaient teasé combat. C'est vrai que du coup, tu dis comment ça colle réellement avec un nouvel espoir, hein, où Vador dit à Obi-Wan, quand je vous ai quitté, j'étais l'apprenti, maintenant je suis le maître. Ouais, après, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment combattu, ils se sont vus un peu à la vie. Après, il reste quand même 3 épisodes, donc aussi. C'est pas la fin de la série, on va voir d'autres choses, notamment avec Reva, hein, qui a quand même mis la main sur Leia, et puis qu'elle est donc tirée le parquet, hein, quand même. Faut dire. Puis c'est sympa de voir cette lutte fratricide entre justement ceux qui s'appellent sœurs et frères, comme, hein. Ils sont censés être unis, et sans que en fait c'est un coup de gorge leur organisation. Moi je voudrais pas être inquisitrice. Non, mais alors dans Rebels on avait peu vu finalement les inquisiteurs, on les avait vus juste quand ils combattaient les rebelles, un tout petit peu sur leur base, hein. Cette base, on l'avait vu visuellement dans Rebels, mais très rapidement. Et dans Fallen Order. Et oui, c'est dans Fallen Order. D'ailleurs, on les a vus aussi, les inquisiteurs dans Fallen Order aussi, oui, t'as raison. Mais leur organisation interne, le fait que il peut y avoir des dissensions, ça on n'avait jamais vu.
Moi, ça me fait penser aussi au fait que sur les sites, on sait qu'il y a la règle des deux, mais qu'en fait, la règle des deux, elle est jamais vraiment respectée parce qu'il y en a toujours un qui commence à prendre un apprenti pour pouvoir aller tuer son maître, qui, quand il a un apprenti, des fois, il reprend un deuxième apprenti pour pouvoir choisir l'apprenti le plus puissant entre les deux. Enfin, on sait que la règle des deux, en fait, c'est pas du tout une règle et que, en fait, c'est plutôt la règle de celui qui va aller dégommer l'autre. Et il y a un peu cette ambiance-là finalement dans les Inquisiteurs où finalement Vador prend un grand Inquisiteur et puis aussi 3, 4, 5, 8 parce qu'on a au moins jusqu'à 8e dans Rebels pour finalement avoir une concurrence entre les différents Inquisiteurs. D'ailleurs, c'est drôle parce que en VF, elle dit Reva qu'elle veut devenir Grand Inquisiteur. Je pensais qu'elle dirait Grande Inquisitrice. Je me suis dit, tiens, c'est vrai. Et ça m'a fait drôle aussi qu'elle veuille devenir Grande Inquisitrice parce qu'on en avait parlé. On se demandait si elle voulait pas prendre un autre rôle. Peut-être bras droit de Vador, peut-être ça faisait partie l'empereur. C'est vrai que ça pourrait aussi être un rôle qui soit recanonisé. Enfin, il y avait plein de possibilités. Là, finalement, elle a posé les mots sur Grand Inquisiteur. Mais ce qui a moins de saveur, je trouve. Ouais, du coup, c'est à voir après quel est le rôle du Grand Inquisiteur. De manière générique, je parle pas du Grand Inquisiteur qu'on a vu là, mais de la position finalement de Grand Inquisiteur. Qu'est-ce que ça a comme prestige réellement auprès de Vador. Je pense que ça va être un peu, explicité dans les parties suivantes. En tout cas, on ne sait pas ce qui est arrivé au Grand Inquisiteur, mais ils n'ont pas renommé un Grand Inquisiteur. Non, le 5e frère dit c'est moi qui quand oui, mais ça laisse sous-entendre quand même que le Grand Inquisiteur, il est... Ouais, mais ils ont pas... C'est pas le roi est mort, vive le roi. Non, mais Vador, il est peut-être là, pique-nique douille, c'est toi mon douille, tu vois. Oui, c'est peut-être... Justement, de profiter de la lutte fratricide, puisqu'il sait que justement, ils passent leur temps à se mettre sur la tronche, quelque part, de voir lequel va émerger, tu vois, la sélection naturelle, Darwin à l'œuvre, le plus fort, enfin, en tout cas, le plus malin. Le plus adapté, c'est pas tellement le plus fort, c'est le plus adapté qui va s'en sortir. Tout en privilégiant quand même Reva, en lui faisant comprendre que si elle réussit, le poste, il est pour elle. Oui. Par contre, si elle échoue, elle n'a plus rien. Plus la vie non plus. Démerde-toi, hein. Non, c'est ça, c'est marche ou crève. C'est l'Empire. Ça fait pas de moi, je me suis même demandé si en fait elle jouait pas un double jeu et que en fait elle était pas gentille en fait. Ouais, ce à quoi je t'ai répondu. Rappelle-toi que quelqu'un de gentil ne tranche pas les mains des gens comme ça par plaisir. Mais c'est pour prouver sa loyauté. Oui, remarque, elle aurait pu la décapiter la nana. Hein. C'est vrai que c'est plutôt gentil de couper les mains. Ouais. Non, après, ça vaut pas Vador qui passe dans la rue, qui voit un type et hop, c'est le gars, il nous fait l'exorciste. C'était assez. Ouais, t'entends le crack là. Ouf, j'ai mal au cervical là. Ouais, c'est ça. C'était quand même. Tu sens le règne de la terreur, etc. Puis il quitte. Ensuite, c'est vachement malin parce que tu dis, voilà, ils vont pouvoir accuser finalement la cellule de résistance, etc. Donc jeter le discrédit sur toute cellule de résistance, tout en montrant bien que ceux qui résistent, ils vont pas résister longtemps, quoi. Donc c'est deux effets qui se coulent là. Donc c'était plutôt cette partie 3 était quand même assez sombre et puis quand même assez beaucoup de tension, quoi. T'as ce premier truc avec les 4 Stormtroopers là qui montent à la remorque. Ils reconnaissent pas Obi-Wan, puis l'autre il est là avec sa capuche.
Je sais pas Transpire. moi. Voilà, c'est ça. Je me dire, mais pourquoi t'as pas pris ton sabre, tu sais, dans le vaisseau, là, que tu t'es pas rasé un coup, tu vois Oui, il a pas du tout essayé de se transformer, camoufler, peroxyder, je sais pas, faire un je sais truc. pas, il devait y avoir des trucs quand même pour... Enfin, tu sais, ne serait-ce que se couper les cheveux, enfin... Et la barbe. Et la barbe, ouais. Puisqu'il a vu l'image holographique qui est diffusée, qui est son portrait finalement qui date de la fin de la guerre des clones, donc il y avait moyen de faire quelque chose Pour pas ressembler, pas à son ressembler à portrait. Obi-Wan. Donc tu as ce premier coup de stress. Moi j'attendais le... Je ne suis pas le Jedi que vous recherchez. Et moi aussi, je croyais qu'il allait Voilà, leur puis faire en un même petit mind temps, trick. tu sais qu'il veut pas utiliser la force pour pas se faire repérer, donc c'est toujours cette espèce d'équilibre un peu difficile à maintenir. Et puis après, ouais, quand tu les vois arriver au poste de contrôle, là, tu fais oh, ça sent mauvais. Plus la taupe là qui descend, qui dit oh, j'ai trouvé 2 types là, je pense que ça va vous plaire. Puis hop, ok, merci monsieur le délateur. Ouais. De toute façon, fallait s'y attendre. Et ouais, c'était quand même un peu stressant. Puis à chaque fois, tu te dis mais sors-le ton putain de sabre laser. De toute façon, il sait que t'es un Jedi. Donc à un moment donné. Sachant qu'il le garde toujours de manière super visible, que tu te demandes pourquoi, parce que c'est pour pas le sortir, quoi. Enfin, je veux dire, ça, dans ce cas-là, tu le planques, quoi. Tu le mets, c'est ça. je sais pas, tu le mets contre la cuisse ou quoi, tu fais un truc, mais tu le mets pas à la ceinture, quoi. Le mec, il se trimballe sur Tatooine, là, c'est super visible. Bon, ça, je pense que c'était plus pour l'effet spectateur. Oui, bien sûr, voilà, mais tu vois bien, Obi-Wan, il a récupéré son sabre. Oui, mais on l'a vu le déterrer dans le désert. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on sait bien qu'il s'est pas fait chier à aller au milieu du désert avec, on sait pas trop comment d'ailleurs. Comment il repère, non, on sait pas comment il arrive à se repérer dans le désert, sachant que les dunes, ça bouge quand même. Non, je me suis dit peut-être qu'il a mis un traceur GPS, un truc comme ça, et puis bip bip bip. Peut-être. Il est armé de sa pelle pliable, là. C'est ça. Mais voilà, donc si c'était pas assez évident, parce qu'en plus, quand tu regardes la boîte, il y a quand même son sabre et celui d'Anakin. Hein, le petit clin d'œil d'ailleurs à la fin de l'ascension de Skywalker, où le sabre de Luke et celui de Leia sont enterrés ensemble dans le sable. Et là, t'as deux sabres qui sont enterrés ensemble. C'est plus joli, c'est dans une petite boîte, enfin dans un chiffon, dans une petite boîte. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis attends, t'es censé être en cavale, t'es censé pas être visible et tu te balades, t'as même pas pris le temps de te grimer. Enfin, c'est la base, je veux dire, et tu planques pas ton sabre laser. Mais tu t'en sers pas. Dis, le gars, il a passé 10 ans dans le désert, ça lui a cogné il a fait une insolation, là. Ouais, bah déjà, dans l'épisode 4, on voit qu'il se trimballe toute la journée habillé en Jedi, donc bon, excuse-moi, mais... C'est pas déjà parti comme ça, c'était mal parti. C'est clair, oui, mais là, c'est... On va dire qu'il s'est changé en ramenant Luke à la maison. Avant, il était pas habillé comme ça. Cherchez les incohérences, vous allez toujours les trouver. Bah, ça, de toute façon, Star Wars est rempli d'incohérences. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Ça nous fait bien rire. Des fois, ça nous attriste, hein, mais ça nous fait bien rire aussi. Hein. Mais on aime ça en plus. Enfin, je veux dire, on aime ça, Star Wars, bien sûr. Pas les incohérences. On aime bien aller chercher la petite bête. On aime bien aller chercher la petite bête. D'ailleurs, en parlant de petite bête, la petite Lola, là, qui est là pour te faire acheter des jouets. Oui. Alors, j'espère que le jouet est plus solide que la version qu'on voit à l'écran, hein, parce que parce prend une tatane et puis pouf. Donc, mais bon, tantôt Obi-Wan a réparé, donc tout va bien. Ouais, ça a l'air facile à réparer. Mais ouais, c'est grave, tu vois le truc, j'en veux un, je veux Lola, moi aussi. Donc je vous prépare, à Noël, ça va être la déferlante de Lola partout dans les catalogues de jouets, à mon avis. Mais c'est déjà dispo, je sais pas si t'as vu. Oui, non, dispo, mais tu vois, pour l'instant, c'est pas encore... c'est pas encore la déferlante, pub, etc. Mais je pense qu'à Noël, on va bouffer du Lola. Ouais, mais j'aime bien quand ils ciblent les gamins sur une série qui ne peuvent pas regarder, parce que clairement, il y a quand même des trucs un peu... Bah, c'est comme le Mandalorian. À Disney, mon gamin, il a vu les gantelets là, en plastoc et tout. Alors, t'en as un qui a des fléchettes.
Je me tâte à les transformer en fléchettes hypodermiques, tu sais, quand tu veux pas l'écouter. Et de l'autre côté, t'as alors le lance-flamme, entre guillemets, t'as une espèce de forme de flamme, enfin de nuage, tu vois, de flamme et tout. Et quand t'appuies sur un bouton, ça devient lumineux, donc tu peux faire style de lance-flamme et tout. Je dis, c'est cool, il a un super costume mandalorien. Mais la série, pas tout à fait de son âge, quoi. Ah, bah, quand on voit le nombre de trucs gros goût, Oui. c'est sûr que. Il y en a puis après, t'as les aussi. Il y a des trucs pour adultes aussi, mais. Et moi, j'ai bien aimé aussi le droïde porteur, le fait de dire la résistante qui dit il n'est pas autorisé à parler, et finalement, l'Empire qui dit il comprend rien. Tu comprends tu vois que le mec, il est en train de resserrer sa main sur chose. Tu le vois exactement. Sur le poignet, sur la poignée du marteau, là, il est là. Et dire que voilà, les actes, ça compte plus que les mots. Et c'est clairement un résistant en lui-même, pas de problème. Tout à fait, puis ça fait un parallèle aussi avec ce que Leia disait à son cousin, c'est qu'il se fout de sa tronche quand elle remercie le droïde, tu remercies un droïde et tout. Bah oui, politesse. Enfin, bah surtout, les droïdes dans Star Wars, ils ont une âme, quoi. Enfin, oui, ils ont une personnalité et tout. Enfin, il n'y a qu'à voir R2 et C3PO, quoi, je veux dire, ou Chopper. Chopper. Voilà, c'est ou les grands héros, ouais. Les droïdes. Je dois vous protéger. Oh, merci, K2SO, c'est gentil. Non, c'est Cassian, il m'a obligé. Il est impayable, ce droïde. Il est génial. C'était vraiment un de mes personnages favoris dans Rogue One. Dans Rogue One, ouais, moi aussi, K2SO. C'était assez cool. Et puis, parce qu'on a beaucoup parlé de Tatooine, machin, on t'a dit, on partait sur différentes planètes. C'était sympa de voir Alderaan. Oui. Plus qu'en passant rapidement, comme dans la Revanche des Sith, mais de voir un peu plus comment ça se passe à la cour d'Alderaan, etc. De voir aussi ce côté où finalement Leia, elle est hyper consciente d'être une fille adoptive. C'est quelque chose qui lui a pas été caché. Ça aurait pu, pour brouiller les pistes, etc. On savait que c'était pas sa vraie mère, puisque. Oui, mais ça, elle aurait pu l'apprendre plus tard. Mais elle aurait pu l'apprendre plus tard. En tout cas, à cet âge-là, elle le sait déjà, oui. Non seulement elle le sait déjà, mais c'est un fait connu. Ouais, oui, c'est pas parce qu'elle pourrait le savoir, mais qu'on te dise, il faut que ça reste entre nous, quoi. Tu vois, et ce qui est pas le cas. Et oui, ce qui mène aux commentaires d'ailleurs très désobligeants de son cousin. T'es pas une vraie Organa, etc. Je te donnerai de l'Organa, tu vas voir, toi. Espèce de petit con. Et puis la nature aussi d'Alderaan, parce que c'est vrai qu'on disait qu'on mange du sable un peu à toutes les sauces sur Star Wars, et de la ville. Et là, on a quand même des belles montagnes là en Suisse. C'est vraiment les montagnes, les bâtiments qui s'intègrent assez bien avec cette nature. Justement, il y a quelque chose de très gracieux, de très artistique, ce qui correspond à la civilisation alderaanienne. De toute façon, il y a un côté, ils ont toujours revendiqué ce côté très proche de la nature, etc. Donc c'est vrai que c'était assez chouette de voir un peu plus ça. Puis franchement, de voir Leia, en fait, c'était une grosse surprise. Alors, moi, j'avais vu que le trailer, pas la bande-annonce, histoire de pas avoir de spoiler, d'attente, de trucs comme ça. Donc, je savais qu'on allait voir Luke. Mais voilà, même si on allait le voir a priori qu'en passant. Je m'attendais pas du tout à voir Leia. Je m'attendais pas du tout à ce développement, d'ailleurs, qu'on voit autant Leia. Et ça, c'est la très, très grosse surprise, et la très agréable surprise, d'ailleurs, je trouve, de cette série-là. C'est de nous faire plonger, finalement, déjà de nous emmener là où on s'attendait pas. Ah oui, je suis très contente qu'on soit sorti de Tatooine. Et puis de voir Leia gamine, c'est juste jubilatoire. Je veux dire, c'est la gosse. En fait, t'aimerais bien la voir en tant que nièce, tu voudrais pas être sa mère. Ouais, d'ailleurs, bon, je trouve il y a juste un petit truc, c'est je trouve ils insistent un peu trop sur non, mais t'es un vieillard, tu pourrais être mon grand-père. Je pense que il l'aurait fait une fois, c'était suffisant. Là, ça fait 15 fois qu'elle lui dit c'est bon, on a compris. D'ailleurs, c'est pas forcément vrai non plus, qu'il est pas si vieux que ça. Non, parce que je pense qu'Obi-Wan, il est plus jeune que Bay-Organa.
Mais voilà, après, c'est une gosse. Hein. Non, C'est mais gosse. voilà. C'est... Après, voilà, le fait qu'il lui dit surtout tu parles pas, et puis elle arrive. Alors lui, c'est mon père, on vient de machin, elle est excellente. Oui, oui, puis tu la vois, elle est super à l'aise, mais finalement, c'est Leia telle qu'on la connaît, je veux dire, juste avec 8 ans de moins par rapport à comment un nouvel espoir, mais dans un nouvel espoir, elle prend en charge son propre sauvetage. Hein. Ah bah totalement, oui. Ouais. Oui, elle pique le blaster des mains des ça. C'est une fière opération, en arrivant ici, vous n'aviez pas de plan pour en sortir. Cerveau célique, chérie. Là, c'est tout à fait ça. Hein. C'est... voilà, ton Obi-Wan, là, il est bien gentil, mais il est complètement largué, donc... Et puis, je vais prendre les choses en main, donc c'est pas à coup de blaster. Je voulais rebondir sur le fait que tu disais on est sorti de Tatooine, c'est une surprise. Moi aussi, hein, parce que du coup, c'est vrai que dans la bande-annonce, ils nous avaient montré Obi-Wan sur Tatooine. Je pense ils ont bien caché leur ils ont noyé le poisson. Hein. Mais en même temps, c'est hyper cohérent, parce qu'en effet, on savait qu'ils allaient revoir Dark Vador. Bah, on se dit, s'il le voyait sur Tatooine, pourquoi il a pas cherché plus sur Tatooine, quoi, dans ce cas-là. Donc là, ça amène une cohérence. Ok, en fait, personne n'a su qu'il est parti de Tatooine à la base. Donc oui, déjà, c'est plus cohérent comme ça. Et puis, en fait, ça nous fait une série où on sort enfin de Tatooine, hein, parce que c'est-à-dire que là, on en a un peu mangé avec Boba Fett. Du sable. Dans Mando, dans Boba Fett, à la fin de The Rise of Skywalker. Enfin bon, à un moment donné, Tatooine, c'est gentil, mais enfin bon, c'est pas la meilleure destination touristique de toute la galaxie, quoi. Et puis quand t'étais pas sur Tatooine, t'étais sur Jakku. Ou Jeddah. Encore du sable. Bon, voilà. Moi, je veux une planète aquatique. Je veux qu'on aille sur Mencal. On a eu une planète Kamino, aquatique. on a fait quand même. Kamino, on a fait. En fait, on a tout rien. C'est-à-dire que soit tu as une planète où il n'y a que de l'eau. Donc, tu as Kamino. Tu as la planète avec la forteresse des Inquisiteurs. Que de l'eau. Mais tu pourrais avoir une planète, tu sais, comme la nôtre, comme la planète bleue, en fait, avec de l'eau, mais aussi des continents, tu vois. Enfin, je trouve que c'est le côté qui pêche dans Star Wars, c'est que on t'offre, en fait, sur un plateau, une galaxie avec des milliards d'étoiles, des millions de planètes et des milliers de planètes habitables pour leur sortir toujours une planète de glace, une planète de sable, une planète de feu, alors, parce que Nevarro, on est entre Tatooine et Mustafar, hein, quand même, sur Nevarro. Une planète citée. Non, il y a quand même Naboo et Alderaan là qui sont un peu entre eux. Ouais, Naboo et Alderaan et la planète des pêcheurs de crevettes. Mais voilà, il manque des trucs vraiment audacieux ou des stations spatiales. Alors, on commence à en avoir avec épisode 5. C'est la saison 2,5 de Mando. Oui, avec l'anneau monde, etc. Mais on manque de trucs vraiment hyper ambitieux. Je trouve que avec tout ce qui se fait, avec ce qu'on a pu voir, les aperçus qu'on a vus dans notamment la Revanche des Sith, je veux dire, on nous montrait Felucia, par exemple, avec ces espèces de fleurs, je sais plus, la planète où Alia Secura, elle est assassinée. Ouais. Avec les plantes géantes, etc. Enfin, tu dis, il y a quand même moyen de faire quelque chose. D'ailleurs, dans The Clone Wars, on avait quand même eu des planètes comme ça qui changeaient un petit peu. Il y avait eu pas mal de choses dans The Clone Wars quand même. Mais là, on crache beaucoup, mais visuellement, il y avait des efforts. Ouais. Il y avait de l'effort visuel. Là, je trouve que ça manque d'ambition là-dessus. Si je peux me permettre une digression, ça me fait penser toujours à... Dans Stargate, c'est un peu pareil. Ils arrivent sur une planète et puis finalement, ils font 3 à 4 pieds autour de la porte et puis ils ont conclu que le climat de la planète, c'est tout pareil. Et il y a un coup, en fait, ils se retrouvent sur la deuxième porte sur Terre. Ils sont en Antarctique. Et en fait, Carter sort la jumelle et elle dit « ça a l'air d'être une planète gelée ». Et là, tu te rends compte que les producteurs ont conscience des biais qu'ils ont dans leur série et que les personnages se font avoir, en fait. Oui, en effet, à l'horizon, elles ne voient que de la neige. Mais ça ne veut pas dire que c'est une planète glacée. C'est ça. Non, mais tu vois, il y avait des trucs, par exemple, pourquoi pas reprendre, comme dans Rogue One, tu vois, les anneaux de Catherine, là. Voilà, où ça faisait
c'était vraiment, enfin, c'était inédit. Je veux dire, quand tu regardes on est quand même chez Disney avec Marvel. Quand tu regardes les Gardiens de la Galaxie avec, par exemple, Nowhere, c'est juste hallucinant. Ouais. C'est dans cette espèce de crâne d'un être céleste gigantesque. Enfin, je veux dire, le crâne, tu peux faire voler des vaisseaux dedans, construire une cité, etc. C'est immense. Toutes les planètes qu'on peut voir comme ça dans les deux Gardiens de la Galaxie, t'as quand même une excentricité quelque part, quelque chose qui sort du moule. On te propose des trucs avec des anneaux, enfin une planète entourée d'anneaux, ça pourrait faire Geonosis, voilà, encore une planète de sable et de roche. Mais voilà, on a énormément de choses. On n'exploite pas une planète qui serait au milieu d'une nébuleuse, par exemple, avec finalement qui serait en permanence entourée d'aurores boréales. Enfin, je me doute bien que tout ça, c'est un budget, effectivement, mais non, mais dans un volume, tu peux faire ce que tu veux. En effet, des aurores boréales permanentes, ça pourrait se faire. Hein. Ouais, juste rajouter un peu de magie, quoi. On est dans l'espace, que diable, quoi. Faites-nous rêver. Ou alors, mettez-nous du sable sur une plage genre Scarif. Ça, c'est cool. Tu vois, il y a les palmiers, t'as l'eau translucide, t'as pas cité Scarif. Voilà, Scarif, s'il n'y avait pas la tour et le bouclier, ça ferait clairement les Caraïbes, etc. Ça vend du rêve. Oui, ça vend pas du rêve. Et en plus, il y a eu... Ouais. Bon, je te propose qu'on sorte de Tatooine. Arrêtons ce débat. Je voulais juste faire une digression comme sur la... Enfin, une digression. Non, pas une digression, mais... une petite partie sur la réalisation. Nous, on a un peu de mal quand même avec la caméra à l'épaule. Tu vois, ça t'a pas gêné, toi ? Par moment, ouais, mais tu vois, pas suffisamment pour que ça... Mais en fait, alors sur la partie vraiment purement réalisation, moi, c'est pas le truc où je me focalise parce que j'ai cette capacité à rentrer dans l'histoire et à faire abstraction de tout le reste. Donc, ça pourrait être tourné avec les pieds, quelque part, que je verrais pas la différence. C'est quand même assez dingue pour quelqu'un qui se dit photographe, hein, mais et qui fait très attention aux détails. Mais comme quoi, la photographie et le cinéma, c'est deux choses différentes. Alors, je peux tout à fait encenser justement un directeur de la photographie, mais alors au niveau réalisation, voilà. C'est pas mon domaine, clairement. Non, mais voilà, je trouve que il y a des plans où c'est vraiment inutile d'avoir de la caméra à l'épaule, et puis il y a même des plans où, par exemple, quand ils sont dans la cache derrière, avec les Stormtroopers, on est caméra à l'épaule, et puis avec la planque, on est fixe. Alors du coup, on a l'impression que il y a une dichotomie dans la réalisation sur ces scènes-là. Je sais pas. Moi, ça, c'est. Alors après, j'aime pas déjà la caméra à l'épaule de base. Forcément, j'y suis plus sensible. Hein. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un abus. Même dans quand il sort après avec Dark Vador et tout, je trouve que on a un peu l'impression que ça bouge tout le temps. Pour rien finalement, parce que les personnages sont pas si dans l'action non plus, quoi. On n'est pas en train de filmer le projet Blair Witch et puis c'est limite ça quand même, hein, parce que Vador, tu sais pas où il est, où il va sortir et tout. Non, mais c'est vrai qu'après courir comme des fous non plus. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des petits ratés par moment, effectivement, qui te font sortir de l'histoire. Il y a la fameuse course-poursuite des Stormtroopers derrière Leia. Bon, alors le fait qu'ils n'arrivent pas à la choper, moi, ça me choque pas, parce que pour avoir couru après mes enfants un certain nombre de fois, quand ils étaient petits, hein, mon fils à 3 ans, sa spécialité, c'était se barrer du parc de jeux, et j'arrivais pas forcément à le suivre. Hein. Il y a eu des fois où c'était des gens qui se mettaient en plein milieu de son chemin pour l'arrêter. Donc ça me choque pas en soi. Un gamin, quand il veut t'échapper, il arrivera à t'échapper. Après, le fait de le mec qui se prend la bronze alors qu'il la voit à 5 km, bon, voilà, il y a des lenteurs, tu sens le « oh, je vais me prendre la branche ». Ouais. Bon. Même au tout début, il y a un moment, il fonce vers elle et puis t'as l'impression qu'il tourne. Enfin, c'est vraiment... Alors qu'il y a des bons passages, je veux dire, tu la vois qui dérape quoi. Sous une racine et tout. Enfin, je veux dire, elle a la ressource, la gosse, quand même. Je veux dire, elle est... c'est les gars, quoi. Enfin... Puis surtout pour finalement qu'il l'attrape, quoi. Enfin, il y a un moment... Sinon, il s'embêtait pas. Et...
Ouais, il manquait une course-poursuite vraiment bien. Et c'est pareil, tu vois, quand Obi-Wan il échappe à Vador, il essaie de se sauver et tout, ça manquait de pression, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça étonnant qu'ils essayent pas de tuer Tala non plus. Enfin, il y a quelqu'un qui les shoot d'en haut. Et alors, ok, un sniper, en général, tu ne l'as pas. Mais tu peux essayer quand même. Tu peux essayer de dire, il y en a un qui essaye de le viser, et puis si la personne... s'il y a un laser qui part, on va essayer de le repérer. Je sais pas. Il y en a pas un qui se dit, je vais viser le sniper, quoi. Moi, je m'attendais à Vador, un force choc, hein. Franchement, il l'avait fait peu de temps avant. Enfin, je veux dire, il tue avec la force tous ceux qu'il voit sur son chemin. La nana qui traîne là, le mec qui sort par la fenêtre, le gamin, enfin l'ado à qui il pète le cou, etc. Et là, tu dis, Tala, en fait, elle va nous faire façon Game of Thrones, un personnage que tu vois un épisode et qui meurt. Et non, et j'étais étonnée. Alors, après, est-ce que on parlait tout à l'heure de Vador qui était tétanisé par le feu, etc. Est-ce qu'on est dans ce contexte-là, etc. Ou est-ce que c'est une faille, un plot hole assez important? Mais c'est vrai que cette séquence, elle mériterait d'être revue. Mais pour moi, elle manquait un peu d'intensité. Elle manquait un peu finalement, on ressentait peut-être pas assez l'angoisse, la terreur, hein, presque, enfin pas presque, la terreur en fait d'Obi-Wan, de se retrouver face à Vador alors que ça fait 10 ans qu'il a pas manié un sabre laser et qu'il a pas manié la force. Donc il est clairement pas à son avantage. Et puis le choc, quoi. Il vient d'avoir le choc de découvrir que bon, déjà Reva lui avait dit Anakin est vivant, et ensuite de comprendre que c'est Dark Vador, double choc, quoi. C'est ça. Et puis, mais tu vois, par exemple, dans leurs échanges de sabre laser, il n'y a pas assez tu vois, Obi-Wan, il résiste, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez ce côté putain, j'y arrive pas. Ouais. Mais d'ailleurs, on n'a pas dit que Reva, c'est intéressant de savoir qu'elle sait qui est derrière le masque de Vador. C'est quand même, ça ne doit pas être connu tant que ça, donc c'est intéressant de savoir qu'elle elle le sait. Ce qui montre bien, c'est un truc qui appuie encore plus le fait qu'elle est dedans qui raye le parquet, qu'elle ait de l'ambition, et donc elle a fait ses recherches, elle a additionné un plus un, elle a trouvé Vador, quoi. Ouais. Mais ça mériterait d'être explicité parce que justement, normalement, personne ne sait que Vador, c'est Anakin, mis à part quelques Jedi. Oui, non, c'est pas quelque chose de connu, en effet. Puisque beaucoup le pensent perdu à la fin de la guerre. Tant qu'on est sur la réalisation, moi j'ai trouvé que l'effet spécial avec les Hopi, c'était pas très très joli. Mais bon, c'est ressemblant avec ce qu'on avait vu pour le moment de Néopi, mais malheureusement, ça date de 1999, donc c'est normal aussi que ça ait un peu vieilli. Aujourd'hui, ça nous choque plus qu'à l'époque. Ceci dit, moi j'ai repéré que quand même, ils avaient fait un bel effort pour l'ombre et tout. Enfin, franchement, oui, il y a quelques moments où tu sens le fond vert. Voilà, c'est ça. Vois, mais ça reste... Il y a un espèce de découpage quand même. Ça reste léger. Après, ça reste une série télé et pas une super production cinématographique. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes... Ça a beau être Disney, je pense qu'il n'y a pas les mêmes ressources pour les films. Il n'y a pas le même temps même. Non, il n'y a pas le même temps. Mais ça reste, c'est vrai que ça reste plaisant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de truc. Non, c'est beau. Justement, pour revenir sur le combat Vador Obi-Wan, j'ai trouvé que les sabres laser étaient extrêmement lumineux par rapport à ce qu'on a pu voir. Les taches au sol les taches de lumière au sol étaient vraiment, vraiment impressionnantes. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'était vraiment un parti pris de réalisation pour donner cet halo de lumière aux deux protagonistes. Et j'ai bien aimé. Mais au final, tu vois, la réverbération des sabres sur le sol était presque aussi forte en luminosité que les sabres en eux-mêmes. Ouais, enfin... Bon, après... Ouais, ça faisait peut-être un peu trop.
voilà, encore une fois, c'est histoire de pinailler, mais sur le moment, tu vois, ça m'a interloqué, ça m'a pas choqué, je vais pas crier au scandale pour autant. Mon Dieu, les sabres étaient trop lumineux, ça m'a fait pas les yeux. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça par moment qui t'interrogent ou tu sors momentanément de l'histoire pour t'interroger sur un élément de décor, de réalisation de jeu, etc. Mais non, franchement, globalement. Non, mais sinon, c'est propre. Ah ouais, beau, non, c'est cool. Moi, je suis contente en fait d'être, enfin pas malmenée, mais d'être amenée là où je m'attendais absolument pas à aller. Et puis ce duo Leia Obi-Wan qui marche vachement bien. Ewan McGregor est toujours aussi bon. La grosse surprise, ça a été aussi la voix de James Earl Jones. Oh, j'en ai eu des frissons. Enfin, je veux dire, c'est James Earl Jones. Oh mon Dieu, c'est trop bien. Voilà, alors tu pourrais dire oui, c'est du fan service, etc. Non, ça fait partie de l'expérience. Comme toutes les petites références qu'on a pu citer au début, tu peux dire oui, c'est du fan service, For Light and Life, Quinlan Vos, etc. Bien sûr. Mais en même temps, c'est pas ça assoit en fait dans son univers. Ça, faut bien qu'à un moment donné, il y ait des choses qui nous parlent. Il y a toujours des éléments qui reviennent, etc. Et c'est important aussi de faire appel à tout ce qui s'est fait avant, tout ce qui s'est fait après, tout ce qui continue à se faire en même temps. C'est comme ça que tu ancres vraiment quelque chose dans un univers qui est déjà extrêmement riche. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, le maquillage d'Aiden Christensen aussi, moi j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté ressemblance avec Sébastien Cho. Je trouvais que ça faisait bien le lien entre l'épisode 3 et l'épisode 6. Il y a quand même une continuité de cette transformation. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Ouais. Ouais, mais tous les liens en fait sont plutôt bien faits. Tout ce qu'on a pu pointer en début d'émission, c'est vraiment ça s'inscrit effectivement dans une continuité qui est plutôt bien respectée. Les incohérences finalement, c'est les incohérences qu'on avait déjà, tout ce qu'on a pointé avec Un Nouvel Espoir, c'est des incohérences qui ont été posées par la prélogie. Donc à partir de là, encore une fois, tu peux pas effacer la prélogie, la réécrire, etc. C'est acté, c'est fait, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, parlant d'effacer trilogie et prélogie, etc., j'ai découvert là, avec toutes leurs interviews de promotion là, à Eden et Ewan que voilà, ils étaient super contents d'avoir enfin l'amour des fans, etc. Je me dis, mais enfin, mais nous, ça fait 20 ans qu'on est derrière vous, les gars, quoi. Vous nous avez mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, on l'avait pas trop vu. Mais c'est vrai que la prélogie, elle avait été hyper décriée. Et finalement, après, on a eu toute l'ère The Clone Wars, qui a quand même été un ère finalement une ère plutôt, où la fanbase a diminué. Je veux dire, même moi, j'étais moins active, même toi. Et après, quand Disney est revenu, c'est vrai ils se sont beaucoup basés sur la trilogie originale. D'abord, ils ont arrêté The Clone Wars pour commencer Rebels, qui s'inscrit beaucoup plus dans la trilogie originale que dans la prélogie, même si après, il y a eu quand même des clins d'œil vers The Clone Wars, donc finalement, ça a fait un lien aussi. Et en effet, il y avait un peu cette ambiance de Disney n'aime pas la prélogie parce que la prélogie, ça a été décrié et que finalement, il y a que maintenant, avec finalement Obi-Wan, et puis le fait qu'on ait refait une saison de The Clone Wars et The Bad Batch, qu'on revient enfin sur la période de la prélogie. Après, je pense que la prélogie a jamais été non plus oubliée par une bonne partie de la fanbase comme nous, où bien sûr on voit aussi des défauts à la prélogie, c'est sûr, mais c'est pas pour autant qu'on les aime pas. C'est pour autant qu'on les regarde jamais. En fait, si tu veux, chaque génération finalement a sa trilogie Star Wars. C'est-à-dire que ceux qui ont décrié la prélogie, c'est ceux
enfin, les anciens, je dis pas ça péjorativement, mais c'est peut-être ceux qui ont grandi avec la trilogie originale, qui étaient adultes au moment de la prélogie et qui se sont pas reconnus dans cette prélogie. Nous, on a grandi un petit peu avec la trilogie originale, puisqu'elle était déjà sortie, mais on a vraiment grandi pendant la prélogie, hein. Donc on a ce côté, c'était notre trilogie, c'était notre moment, on vivait le truc. Enfin, ça a été quand même une période de dingue. Enfin, moi, tous mes meilleurs moments liés à Star Wars sont liés à l'épisode 2 et à l'épisode 3. Hein. Clairement, c'était vraiment une période de dingue. Mais on était jeunes. On était, finalement, c'est les enfants des années 80, des années 90 qui étaient à fond sur la prélogie, mais qui n'étaient pas, du coup, à fond sur les réseaux, pas de la même manière, on nous entendait pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, mais on était là, on était derrière vous, on kiffait à fond, on était à fond dedans, et on a adoré chaque minute de cette époque-là. C'est dommage qu'ils nous aient pas entendus à l'époque, parce qu'on était déjà là, en fait, on aimait déjà ça. Ouais, puis même la prélogie, elle a eu quand même son succès cinématographique. Enfin, faut pas. Oui, mais après, tu sais, c'est comme d'habitude, tu retiens que les commentaires négatifs. Ouais, il faut 10 commentaires positifs pour éliminer un commentaire négatif. Enfin, j'en refais. Il faut entendre 10 fois un commentaire positif pour pouvoir, dans ton cerveau, en fait, chanter un commentaire négatif. Oui. Donc, le négatif a toujours beaucoup plus d'impact que le positif. Ouais. Et voilà, donc non, bah, c'est super, je me répète, hein, mais c'est super cool de les revoir. Voilà, c'est un gros kiff. Pour l'instant, moi je kiffe bien. Après, je suis bon public. Hein. Mais sur les séries, c'est vrai que séries, films, voilà, je suis très très bon public. Hein. Donc là, je passe un bon moment. J'ai hâte de voir la suite, avec quand même un peu de crainte, parce que toujours ce côté affrontement Vador, Obi-Wan, pour l'instant, je suis pas convaincue complètement, mais j'attends de voir la suite avant de dire quoi que ce soit. Ah, je pense que Reva, elle a pas encore montré tout son potentiel, donc j'ai hâte de voir la suite. En effet, là, elle a mis la main sur Leia, donc les choses vont se corser. Voilà, alors ça, juste, je fais une petite... Oui. C'était visible comme le nez au milieu de la figure, quoi. À partir du moment où Tala se barre, tu dis, mais non, mais c'est resté avec Leia, c'est Leia qui est importante, c'est pas Obi-Wan. Obi-Wan, on sait qu'il va s'en sortir. Enfin, Leia aussi, on sait qu'elle va s'en sortir. Mais t'as envie de dire, mais jamais tu laisses une gosse toute seule. Elle a 10 ans. Mais quel adulte irresponsable t'es, quoi. Tu sais, c'est les réflexes de maman, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est choquant. Voilà, après, bon, c'est une ficelle scénaristique, hein, tu te doutes bien qu'à un moment donné, il faut bien que Reva mette la main sur Leia, donc il faut bien un truc qu'à un moment donné, elle soit plus entourée de ses adultes protecteurs, donc voilà, on sort, faut que ça aide Obi-Wan, c'est bien très bien seul, Obi-Wan. Enfin, à peu près. Ceci dit, non, elle le sauve, donc c'était pas inutile. Oui, mais elle le sauve parce qu'elle devait le sauver. Tu vois, c'est... Ouais, mais ils s'en seraient peut-être pas sortis, tu sais pas. Ben, on le voit après. Oui, oh là 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 là. Si tu veux, alors, c'est vrai que ça enlève une partie du suspense parce que tu sais que le personnage, bien sûr. Il est vivant après. Mais ça doit être difficile à écrire d'ailleurs. Ça doit de garder un certain suspense, sachant que tout le monde sait que le personnage est vivant à l'issue de la série. Oui, c'est la prélogie aussi, hein, c'était ça. Hein. Tout le monde savait où est-ce qu'on allait arriver, mais il fallait quand même... Enfin, il y avait quand même une sacrée hécatombe entre le début et la fin. Ouais, mais Obi-Wan, on savait qu'il survivait, Anakin, on savait qu'il tombait du côté obscur. Voilà, globalement, Yoda, on savait qu'il survivait, Palpatine aussi. On savait qui survivait. Après, on savait pas qui se faisait dégommer. Et à peu près tout le monde. C'est facile. Toi, tu meurs, toi, tu meurs, toi, tu meurs. C'est Dewey. Toi, tu meurs, toi, tu meurs, toi, tu meurs. Toi, tu vis. C'est ça. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur... Ben non, je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour hein, de cette série, de ce qu'on a pu voir dedans, des petites références qui sont bien plus... etc. Et puis on a encore 3 épisodes derrière hein, qu'on va devoir analyser, donc je pense qu'on a du plein sur assez pris la tête là, assez longtemps. On va s'arrêter là pour ce soir. De toute façon, vous allez me retrouver rapidement pour le reste des épisodes.
Voilà. Et Et puis, à bientôt. voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite. Hein. C'est ça, à discuter avec nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est moins actifs, c'est moins pratique pour discuter Instagram, ou même directement nous laisser des commentaires sous les vidéos YouTube ou directement sur notre site internet www.geek-squadron.net. En attendant, on vous souhaite une semaine Obi-Wanesque et que la force soit avec mois. vous. Obi-Wan. Salut. Salut.